je crois que tout le monde a découvert un programme alléchant, varié, divers, qui allie poésie, humour, philosophie, mais aussi polar. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour ces rencontres, cette superbe rencontre littéraire qui cette année font la part belle à la Belgique. C'est quelque chose qui au fond est très proche de Michaud, c'est d'être sans cesse en mouvement, sans cesse au-delà de soi-même, sans s'arrêter à quelque chose qui serait un style définitoire de l'auteur qu'il est. D'abord dire que Jean-Pierre Martin est sans doute un des meilleurs connaisseurs de Michaud. Michaud, vous connaissez son rapport à la belgitude. Quand il dit « ce n'est qu'un nid, ce pays-là », c'est pour exprimer sa détestation de la Belgique. Donc j'imagine Michaud se retournant dans sa tombe. Il y a une révolte fondamentale chez Michaud contre l'assignation à l'origine, contre toutes les filiations, contre les fils de fils, contre l'enchaînement des appartenances, des tribalisations, des identifications. La France, même la France, dit Michaud, devrait changer de nom. Je lui demande pourtant simplement de rester belge. Il m'envoie l'oseille, ma pougne et racapugne, marniche et lichette me scrèpent les côtes à l'oreillette. Je lui propose seulement d'au moins garder l'Y de son petit nom, comme lorsqu'il était Henri Michaud, gamin wallon, ne serait-ce que pour faire moins allégeance aux ratachistes et autres opportunistes francillons de nos régions. Non, c'est non, c'est non, et non pour de bon. Il me cobesasse, tape et cotape, me gougne, et pigne et pignette, me bourre la billette en me la tartant bien à fond. Et ce qui est frappant chez Michaud, comme l'a dit Jean-Claude Pinson, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est une énergie essentielle chez Michaud. Mais l'origine de l'écriture part d'un embarras. Une phrase paradoxale extrêmement fascinante chez Hello qui dit « Le problème avec les mots, c'est que ce sont des termes ». Et il y a quelque chose de Michaud qui nous enseigne à franchir l'arrêt de ces termes. Son nom a un parfum de mer, de falaise, de voyage. Ce n'est pas un hasard, on verra. En attendant, il n'est pas plus américain que vous et moi, mais ni comme vous, ni comme moi d'ailleurs, il est bien belge. Fils d'un boucher de la région de Liège, il fut tenté par la mysticité, ce qui le fit entrer au séminaire pour étudier la science sacrée. Après 2 ans de crâne tonsuré et poussé par les envies du pistil, il prend la mer, il s'exile au Brésil, soi-disant dans des buts d'apostolat, mais entraîné au grand carnaval, il découvre l'amour en dansant la samba. C'est pas tout à fait le même genre que Maurice Sèvres, vous voyez. Lui, il y a un livre que je trouve génial, que Pierre Gould a. C'est un livre qui va irradier d'une certaine manière les livres qui sont autour de lui dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il va devenir poreux et que les personnages de ce livre-là vont passer dans les romans qui sont à côté de lui, jusqu'à changer l'histoire des romans qui sont à côté de lui. Il doit exister quelque chose qui ressemble à la belgitude. Je pense que personne ne sera capable de la définir ni de donner des critères pour la définir. Ce qui fait que la belgitude ne se limite sans doute pas aux écrivains belges et que des écrivains non belges mériteraient de ce point de vue d'être qualifiés d'écrivains belges. Mais il me semble difficile pour un écrivain belge d'échapper à sa belgitude. Et j'imagine que quand un truc se passe en Belgique, bon, il y a toujours une sorte de distance, quoi. Alors bon, quand les soviétiques font le totalitarisme soviétique, c'est sérieux, quoi, c'est le goulag, etc. Quand les Chinois font le maoïsme, c'est également très très sérieux. Quand les Allemands, bon, j'en parle pas. Bon, si la Belgique le fait, ça sera, voilà, ils essaieront de le faire, mais nous essaierons de le faire, mais ça sera, il y aura fatalement un côté par lequel on pourra s'en moquer, vous voyez. Pour ce qui me concerne, je ne peux imaginer d'écrire un roman que sur base de quelque chose que je ne connais pas. Donc pour moi, la distance, elle est consubstantielle à l'acte d'écrire un roman. Et pour moi, c'est extrêmement important d'établir des romans dans des lieux ou dans des contextes que je ne connais pas, parce que ça permet à mes romans de s'émanciper, de s'épanouir en liberté, parce qu'ils ne sont pas connectés. Je ne crois pas aujourd'hui, dans l'état actuel du roman, qu'on puisse dire que un vrai roman, c'est une fiction. Je ne pense pas qu'on puisse dire que nécessairement un vrai roman, c'est une fiction. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Et à partir de là, mon choix à moi n'était pas alors de faire un vrai roman, mais de faire un roman vrai.
C'est vraiment pour moi un honneur en tant que coordinateur d'Impression d'Europe et tintinophile converti de présenter les plus grands spécialistes de Hergé et de Tintin. Cet usage très franc des noirs, cette manière de traiter les ombres, montre qu'Hergé, et particulièrement dans le Lotus bleu, est un précurseur par son rythme, sa façon de raconter, de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique. Ce début de l'île Noire est une merveille, une des plus belles choses que je connaisse chez Hergé. Tintin se repose actuellement à la campagne, le voici en promenade avec son inséparable Milou, donc une sorte de déception pour l'enfant. Tintin ne fait plus rien, le journal relate les non-aventures de Tintin, mais il suffit de passer de cette fausse photographie à la bande dessinée pour que Milou bondisse comme hors du cadre du journal, bondisse d'un médium à l'autre et remette en route le récit. Et quel récit trépidant que celui de l'île Noire. Une œuvre comme celle d'Hergé a sans doute été, à l'origine, une occasion de découvrir le monde. C'est une œuvre globale qui est proposée au regard de l'enfant et on peut poser comme hypothèse que l'enfant ne prend pas les détails mais prend l'ensemble d'un texte qui le frappe. L'enfant ne prend pas un album séparément, mais il prend l'ensemble du monde et il vit dans l'ensemble de la série. Et la série implique un cercle, un cycle, comme l'encyclopédie. Il y a déjà dans l'ensemble des albums de Tintin un phénomène de série qui permettrait de s'interroger et qui, à mon avis, a eu une importance énorme dans la structuration sensible des enfants qui ont été éduqués à travers Tintin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mais il faut essayer quand même de ne pas faire d'anachronisme et se rendre compte que ce qu'on appelait dédaigneusement la paralittérature n'était pas véritablement digne d'intérêt. L'ensemble de Simenon était considéré par les intellectuels et par les littéraires avec un certain dédain, il faut bien le dire. Je vous parle de ça il y a une trentaine d'années. Simenon n'a fait aucune étude, il a quitté sa scolarité à l'âge de 14-15 ans, il n'a jamais mis les pieds à l'université. Il n'y a pas de vitre opaque entre la réalité que Simenon est en train de construire devant nous et nous. Chaque écrivain qui arrive dans l'histoire des lettres apporte une nouvelle vision de l'homme. Et ce que Simenon révèle, qui avait été esquissé avant lui, c'est cette part de médiocrité qu'il y a en chaque individu. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve que ce que tu appelles médiocrité, pour moi, c'est la grandeur de l'homme, justement. Mais l'héritier de Simenon, tout en ayant fait un pas de côté qui lui a permis de créer son propre univers, c'est Patrick Modiano. C'est Modiano, sans conteste. Parce qu'il y a cette même pureté de la ligne, c'est presque la ligne claire, hein, si on voulait faire le passerelle Hergé-Simenon. À genoux par terre, il commença par allumer le feu, qui émit aussitôt un ronron vivant. Il se tenait au bord de la banquette, comme s'il ne devait rester que quelques instants, et tel quel il passait des heures, sans manifester d'impatience ni d'ennui. Je le mets sur la table, je le tasse et l'étouffe. Je le salis, je l'inonde. Il revit. Aérer Périnus, aère le plus souvent possible ton périnée. Honoris causa, c'est la faute à la nourrice. Je suis extrêmement content d'être entouré par deux redoutables terroristes loufoques, à leur manière, qui sabotent le langage, les convenances, les bonnes manières de toutes sortes, avec son quartier. Je ne plie le genou devant rien ni personne, j'ai trop d'arthrose. Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer. Quand tu es nu, ta robe ne fait pas un pli. Les dames apprécieront. L'argent n'a pas d'odeur, mais il ferait puer tout le reste. Un empêchement de dernière minute
se décide parfois des heures à l'avance. Vous avez tous connu ça, hein? Tout à l'heure, il était tard, maintenant, il est carrément grenouille. Saint John perse, vous vous souvenez tous de lui, mais il y a 1000 ans. Bravo, quoi, en fait. Dans la vie, il faut se contenter de beaucoup. Le plaisir d'amour n'est dur qu'en maman. Oui. C'est-à-dire que... Oui. D'abord, c'est où Sodome? Sodome, eh bien, c'est un petit trou à côté de Gomorrhe. Je me demande si finalement l'humour que vous utilisez n'est pas une forme de cache-sexe, enfin, ou de cache-émotion. Cache... J'ai pas dû dire ça. Cache-sexe, ça pue le judéo-chrétien. C'est mieux un slip. J'ai l'impression que Thierry te demande émoutément de montrer ton sissi. Pas tout, chaque fois. Vous arrivez à la fin là de vos aphorismes? Non, on a 10 pages. Non, on va pas emmerder les gens avec ça. Vous êtes des vénards, vraiment des vénards. Vous avez toute l'histoire de la littérature condensée dans les propos de ces deux scélérats. Oui. Je suis acculé à vous sortir la seule et unique plaisanterie que je connais, sinon le festival ne va pas me rembourser mon supplément valise. Hop! 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 Je suis tombé en syncope. Je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Noël Godin. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence autour de l'humour et de la poésie qui nous a considérablement éclairé sur la création poétique belle.